Bonjour, bonjour tout le monde. Heureuse de vous retrouver pour une interview dans le cadre de Ils ont osé. C'est de ma chaîne où j'interroge les gens qui ont fait des changements professionnels. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir, la joie d'accueillir Sandy Kaufmann, qui, qui accompagne plus particulièrement les femmes, même si elle m'a dit en coulisses qu'elle accompagne aussi quelques hommes, les femmes célibataires à s'ouvrir à l'amour. Bonjour Sandy. Bonjour Anne-Chantal, merci pour l'invitation. Bienvenue dans cette interview. Parce que je viens de donner une petite présentation très courte, et moi ça m'a vraiment attiré ton thème parce que je rencontre beaucoup de femmes célibataires ou divorcées pour qui ce manque de relations amoureuses est très souffrant et où il y a, pour celles qui sont célibataires après des relations, parfois plusieurs relations qui ont échoué, je sens beaucoup de détresse et de peur et c'est ce qui m'a donné envie d'en connaître un peu plus sur ce que tu fais, mais aussi sur comment tu es arrivé dans ce métier. Voilà, donc, est-ce que tu peux te présenter un peu plus que ma présentation très succincte? Qu'est-ce que tu veux nous dire de toi? Je me reconnais beaucoup dans la description que tu as donnée de la célibataire qui répétait beaucoup les mêmes schémas ou les mêmes échecs amoureux. Parce que j'étais vraiment dans ce cas, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard, et c'est ce qui a fait que j'ai eu, quand j'ai commencé mon travail en tant que coach, beaucoup de personnes qui venaient justement pour le thème de l'amour. Donc, je suis coach en amour, et pour moi, en fait, être malheureuse en amour, c'est pas un hasard. Et c'est tout un processus de comprendre, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on s'est un jour fermé à l'amour. Il y a une logique pour ça. Une grande partie vient des expériences relationnelles qu'on a faites dans le passé, depuis la tendre enfance, mais aussi au fur et à mesure du développement de nos relations, je dirais au sens large du terme. Et pour moi, en fait, là où j'aime beaucoup aider, c'est de comprendre quelle a été la logique. Parce qu'il y a une logique. Nous, en tant qu'êtres humains, on fait toujours au mieux de nos possibilités et on essaye toujours de trouver une solution. C'est un instinct naturel à nos problèmes. Et souvent, en fait, quand ça marche pas en amour, c'est que quelque part, on a appris certains modèles. On a appris certains mécanismes de protection. Et pour que ça marche à nouveau à l'amour, il faut comprendre qu'est-ce qui nous a fermés pour pouvoir s'ouvrir à nouveau. C'est un vaste programme que tu proposes là. Et, et ça me parle beaucoup parce que j'ai eu l'occasion d'accompagner des femmes mais des hommes aussi dans le cadre des constellations systémiques et familiales. Et on voit bien ces schémas récurrents ou parfois des loyautés à des systèmes familiaux, par exemple. Donc, en tout cas, je pense que tu ne dois pas manquer de clientes. Voilà. Non, et c'est vrai que oui, comme tu dis, nos systèmes, en fait, on hérite beaucoup de choses de nos différents systèmes. Il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent influencer ce qu'on pense mériter en amour. Un des grands thèmes qui revient souvent, c'est aussi la naissance. Bien sûr, oui. Et nos expériences qu'on peut avoir avec la mort également. Ok, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Avant, ce que j'aimerais savoir, c'est avant d'être coach en amour, qu'est-ce que tu faisais? Quel a été ton parcours? Parce que, tu n'as pas commencé par ça, visiblement. Donc, quel a été ton parcours professionnel? Oui, alors si tu m'aurais demandé il y a 20 ans, si tu m'aurais dit il y a 20 ans que j'allais être coach en amour, je ne t'aurais, mais alors jamais cru. Euh, j'ai fait mes études à Lausanne, en fait. J'ai fait HEC en marketing et finance.
Donc vraiment à l'opposé de tout ça. Et j'ai commencé ma carrière d'abord dans l'audit financier. Parce que les chiffres, tout ce qui était rationnel, en fait, c'est quelque chose où j'avais assez de facilité. Et j'ai poursuivi en tant que chef de produit pendant des années. Et donc, le thème de l'amour, en fait, au départ, c'était vraiment, comme je l'ai dit, un sujet personnel, c'est-à-dire qu'à l'école, tout allait bien, j'étais la bonne élève, j'étais plutôt avec des bonnes notes. Au travail, c'est la même chose, mais en amour, c'était la catastrophe. Ma première relation, déjà, la personne m'a quittée, m'a trompée pour quelqu'un d'autre, et puis, la première fois que j'ai eu ça, je me suis dit, bon, c'est pas grave, j'étais encore jeune, un de perdu, 10 de retrouvé. C'est ce qu'on dit souvent aux gens qui ont une rupture amoureuse. Je ne suis pas sûre que ça soit très soutenant, mais… Alors, non, je pense que c'est important de comprendre, en fait, pourquoi ça va marcher et puis de se dire, quelle est ma part aussi, comment est-ce que je peux changer pour la prochaine relation. Mais bon, à l'époque, c'est ce que je pensais. Et puis quand j'ai vu que ma troisième relation continuait à répéter exactement vraiment ce schéma de la tromperie, j'avais une petite idée d'où est-ce que ça pouvait venir parce que mes parents avaient divorcé en fait assez tôt. De manière assez violente, donc j'avais pas forcément une image de couple très positive, mais j'arrivais pas à faire le lien entre ce que j'avais vécu dans mon passé et puis pourquoi moi ça m'influençait dans mon présent. Et donc ça, en fait, ce chemin, on va dire, de chercher des solutions pour ma vie, je l'ai fait en parallèle de mon travail. Et j'ai découvert en fait une méthode qui pour moi m'a changé la vie en termes personnels, qui permet justement d'identifier les schémas qu'on reproduit et qui fait une déprogrammation par le corps. Et j'ai vraiment vu en fait un changement par le type de personne auprès de qui j'étais attirée, par la manière dont moi j'agissais dans mes relations. Et ça m'a vraiment transformée dans ma vie amoureuse. Et justement, aussi bien que j'ai rencontré ensuite mon mari dans un week-end de ski. Donc, après avoir répété le schéma pendant 7 ans, j'ai rencontré mon mari. Et donc, mon mari, il est suisse-allemand. Donc, j'ai bougé en Suisse alémanique, où j'ai poursuivi ma carrière en tant que chef de produit en Suisse alémanique. Et le déclic, en fait, pour changer, il est arrivé au moment où j'ai eu mon fils. Donc, on s'est mariés. J'ai eu mon fils et je ne sais pas comment le dire autrement. En fait, moi je dis c'est venu de mon ventre. Cet appel en fait à faire autre chose ou apporter une valeur par le biais de mon travail. J'adore ce que tu dis parce que dans les personnes que j'accompagne dans ces transitions professionnelles, en fait, chez les femmes, je constate très souvent que la naissance des enfants vient, je crois, bousculer des certitudes, bousculer des schémas et que ça passe pas forcément par un changement professionnel, mais chez beaucoup de femmes que j'ai accompagnées, le changement professionnel est lié aux enfants, à la naissance ou au fait qu'ils deviennent adolescents, puis que tout d'un coup, elles lâchent un peu comment dire ça, cette facette maman pour tout d'un coup revenir à elle, et que c'est comme si tu as parlé de corps tout à l'heure, et c'est comme si cette perturbation physique, parce qu'avoir un enfant physiquement, c'est plein de transformations, on le sait, hormonales, mais pas que, entre le poids, enfin tout ce qu'on peut vivre pendant une grossesse, et c'est comme si c'était comme une occasion, je vais le dire comme ça, une opportunité offerte aux femmes de se mettre en mouvement. Je ne sais pas si ça te parle, ce que je viens de dire, mais… Oui, ça me parle énormément et moi, je l'ai interprété comme ça en fait. Je fais du Kundalini Yoga et on parle de cette énergie créatrice, le Ma. Et quand on fait un enfant, en fait, c'est un moment privilégié
qu'on a, d'avoir cette énergie créatrice qui est tellement forte, qui arrive à mettre un être humain, à le former complètement. Et je pense que on bénéficie en fait de cette énergie ma pour créer d'autres choses. Et peut-être qu'à ce moment-là, on est plus en connexion avec notre noyau profond de ce qui nous anime un petit peu plus profondément. Donc oui, je suis tout à fait, ça me parle beaucoup ce que tu dis, oui. J'aime bien, toi, tu parles de noyau profond, moi, je parle de diamant intérieur ou d'essence. Mm-hmm. Et c'est vrai que au moment où on se connecte à cet espace-là et qu'on peut trouver comment exprimer depuis cet espace notre contribution quelque part. Et là, ça fait souvent des changements de métier qui peuvent être assez radicaux parce que quand même de passer de la finance à chef de projet à coach d'amour, eh bien, je vais en parler à mon fils qui a fait HEC et qui est chef de projet. Je vais lui dire, tu sais, il y a peut-être des ouvertures dont tu ne soupçonnes pas. Bon, ça s'est fait en étapes, hein, parce que je ne savais pas, en fait. Quand j'ai eu ce réveil, j'avais pas la ligne de la fin du chemin où j'allais atterrir. Hein, ça, c'est clair. Hein. Ouais. Oui, mais il y a quand même quelque chose qu'on retrouve dans ce que tu partages, c'est que tu es devenu coach pour accompagner des personnes dans quelque chose qui est ton vécu. Oui. C'est pas du coaching théorique, j'ai appris telle théorie, c'est vivant et on le sent quand tu le partages que c'est quelque chose qui vibre à l'intérieur de toi et que c'est vraiment tout un parcours. Et je pense moi je suis convaincue que tu as un accompagnement beaucoup plus fin, peut-être beaucoup plus précis, parce que tu sais, tu connais, et même si c'est pas chacun a son histoire, chacun c'est différent, et en même temps, c'est quand même des étapes par lesquelles tu as passé. Oui, souvent les personnes que j'accompagne, alors si bien sûr chacun a sa problématique, mais des fois elles me disent, Sandy, j'ai l'impression que tu es dans ma tête. J'ai un peu tout vécu. Oui, j'ai tout vécu et j'ai développé des compétences d'empathie, de compréhension, de clarté quand même, en se formant à cette approche. Elle a un nom, cette approche? Oui, alors j'ai plusieurs, en fait j'ai trois formations. La première, c'est cette formation par le corps qui permet de déprogrammer les schémas. Ça s'appelle de l'éthiopsychologie. Et donc, j'ai eu la chance, en fait, de faire ce travail avec le fondateur, qui est ostéopathe, en fait, de métier, et son père était psychothérapeute. Et en fait, pour avoir baigné dans la psychothérapie et lui, pour avoir cette partie corporelle, il a vraiment réussi à faire le lien en pourquoi dans certaines situations, dans certains schémas, comment l'organe enregistre également ces schémas de réaction. Et pour lui, en fait, le cerveau reptilien délègue une partie de sa programmation au niveau des organes, ce qui fait que des fois, juste faire une déprogrammation au niveau de la tête, ça ne suffit pas. La partie du corps aide vraiment à complètement changer ce schéma. Et moi, personnellement, je l'ai vraiment senti comme si on m'avait changé un automatisme. La chose la plus flagrante, ça a été, pour moi, j'avais énormément de mal à parler. Je sais, par exemple, devant mon père, j'étais tellement impressionnée que je pleurais. Il n'y avait pas un mot qui sortait de moi. Et suite à une déprogrammation, je me suis mise à parler. Je me suis surprise à parler parce que j'avais jamais réussi à le faire. Et c'était vraiment tellement fortement, je perdais totalement mes moyens. Ouais. Donc, c'est vraiment cette partie par le corps. Ce qui n'empêche pas, en fait, de devoir faire une partie de développement personnel, d'amener de la conscience dans les choses qu'on fait et les actions qu'on fait. Et c'est pour ça que j'ai aussi fait une formation de coaching de vie, parce que je pense que autant le passé a une importance, autant le passé peut nous
peut nous bloquer ou peut nous freiner. Euh, mais on a aussi une partie du job à faire sur comment on agit, comment on parle, comment on communique. Et ça aussi, ça a des grandes conséquences sur nos résultats qu'on a dans la vie. Et puis la troisième formation, c'est comment le corps, en fait, stocke l'aspect émotionnel qu'on a. Et ça, c'est aussi quelque chose que je fais parce que je pense qu'on a des schémas et puis des fois, le corps, il essaie de nous sauver la vie en se disant, ou là, dans cette situation, je vois que tu n'arriverais pas à assumer la plénitude de l'émotion. Donc, le corps, en fait, stocke pour arriver à survivre à la situation. Et ce stockage, en fait, des fois, on peut le sentir comme un espèce de instabilité intérieure où on sent que dès qu'un événement arrive, en fait, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Eh ben, c'est pas l'événement, c'est tout simplement que le corps, il a tellement stocké que qu'il, qu'il est toujours en surréaction parce qu'il est plein, en fait. Ouais. J'aime beaucoup ce que tu partages. Chez moi, ça résonne beaucoup parce que je suis convaincue que qu'on n'arrive pas à évoluer vers plus de joie, plus de liberté, plus de conscience que en utilisant sa tête. Mhm. Pour moi, il y a vraiment, à un moment donné, il faut que ça aille dans le corps et que ça s'imprime dans le corps au niveau énergie pour qu'il y ait un changement de notre vibration électrique, puisqu'on est des êtres électriques, hein, de notre vibration électrique. Et je trouve que d'avoir plusieurs approches qui permettent justement d'aller Oui, débloquer. pour rebondir à ce que tu as dit, en effet, je pense le corps et l'esprit, en fait, si on est un esprit incarné dans un corps, il y a une raison. Et Mhm. pour moi, c'est vraiment une autoroute à deux sens. Donc, la tête envoie des impulsions au corps, mais le corps aussi envoie beaucoup d'impulsions à la tête. Et en fait, c'est ce sentiment de sécurité, ce sentiment d'ancrage, pour moi, il passe énormément par le corps et ça demande en fait que le corps se sente en sécurité pour que la tête puisse aussi apporter sa contribution. Oui. J'ai un ami qui disait, il faut quand même se rappeler que notre cerveau est un menteur et un paresseux. Notre mental est un menteur et un paresseux. Et c'est une manière un peu, je dirais, directe, mais de dire, bon, c'est vrai que euh, le mental, enfin, notre cerveau n'aime pas le changement parce qu'il le voit comme un danger. Et paresseux parce que, ben oui, tout changement va demander de l'énergie, va demander de passer à travers des peurs, parce que je crois que on peut pas changer sans traverser des moments de peur, et c'est toujours de voir est-ce qu'elles sont réelles ou imaginaires. Et aussi ce que tu as dit par rapport au passé, je pense à Martin Latulippe qui nous dit souvent ça, je ne sais pas si c'est de lui ou de quelqu'un d'autre, notre passé est un lieu de référence, mais ne doit pas être un lieu de résidence. Et je trouve que c'est un des pièges parfois du développement personnel, c'est d'aller expliquer, justifier, clarifier tout ce qui nous arrive parce qu'on a vécu dans le passé. Et quelque part, c'est comme si on avait toujours des élastiques qui nous tiraient en arrière. Et à un moment donné, c'est bien de clarifier, c'est bien d'aller comprendre, mais après, c'est d'en faire une plateforme pour aller vers autre chose. Oui, je suis tout à fait d'accord et c'est pour ça que pour moi, en fait, c'est pas non plus, ça dessert la personne si elle reste tout le temps à ressasser le passé, à penser le passé. C'est pour ça que pour moi, une fois que la déprogrammation elle est faite au niveau du corps, je dis toujours, maintenant, le passé ne peut plus être une excuse. Alors, ça plaît pas toujours, mais c'est vrai. C'est de se dire, oui, il y a des fois des choses qui nous ont blessés, qui notre perception de notre passé vraiment nous positionne en fait en victime de notre vie. Et c'est important, je pense, de pas mettre un couvert, de les embrasser, de les traiter et de le faire une fois. Et quand c'est fait, de dire, OK,
Maintenant, c'est fait, maintenant, c'est passé. Et qu'est-ce que maintenant je peux faire dans mon présent qui va créer mon futur? Oui, j'aime beaucoup comme tu dis ça. Merci. Si on revient un petit peu en arrière, quels seraient les mots de ta vie d'avant? Dans quel sens? Juste, bah, je sais pas, moi, je peux te dire, ma vie d'avant, c'était, je vais pas dire horaire régulière, mais vacances scolaires, hiérarchie, euh, sentiment d'être emprisonné dans des programmes. Tu vois, je pourrais, voilà. Euh, et en Euh, même temps, c'était aussi sécurité, oui. euh, c'était aussi collègues. Enfin voilà. Donc, Alors, bah, moi, étonnamment, c'est pas que j'aimais pas en fait mon travail. Donc, pour moi, c'était peut-être, si je devais mettre des mots, euh, facilité, euh, fun. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire le travail que j'ai eu, mais pas mon dharma. ok. Donc, un peu désaligné sur qui t'étais, c'est ça que tu veux dire? Je pense que c'était vraiment une phase de vie, en fait, une phase où ça me correspondait, mais c'est pas ce que peut-être je suis venue pour faire, en fait. Ok. Ta raison d'être. Ma raison d'être, oui, Ok. oui. Et bien sûr, sécurité. Et tes mots de maintenant, du coup, de Euh, maintenant? dans mon dharma, dans ma mission de vie, vraiment. Et puis, euh, la joie. Je trouve l'humain, en fait, c'est l'être humain, c'est merveilleux de voir à quel point on a toutes les ressources en nous, à quel point que quand on comprend en fait sa logique, qu'on comprend la partie de son passé, qu'on comprend qu'est-ce qu'on peut faire pour changer, à quel point on peut se transformer. Et ça, je trouve que c'est une qualité, une chance qu'on a, qui, en tout cas, moi, d'être le témoin de voir les personnes qui font ce travail, parce que c'est pas moi qui fais le travail, c'est la personne qui fait le travail, euh, je trouve que c'est merveilleux. Ok, merci. Et puis, tu as bien parlé de sécurité, je ne sais plus le mot que tu as utilisé, de confort. Oui. Quel a été l'élément, qu'est-ce qui t'a fait, qui t'a permis de lâcher cette sécurité pour aller dans un métier d'entrepreneur où bon, on sait que c'est pas les mêmes rentrées tous les mois, où c'est plus aléatoire. Où tu es allé puiser, quelles sont les ressources qui t'a donné ce courage de passer de l'un à l'autre? Alors moi, ça s'est passé par étapes, hein, parce que j'avais, on va dire, le syndrome de l'imposteur fort. Donc, à partir du moment où j'ai eu cette impulsion du ventre, comme j'ai dit avec mon Oui. fils, je me suis posé la question, mais Sandy, qu'est-ce qui t'a animé en fait pendant des années? Qu'est-ce qui t'a vraiment plu ou passionné? Et pour moi, la réponse, c'était le développement personnel et ce que moi, ça m'avait apporté dans ma vie en fait. En 10 ans de vie, je me suis vue changer et pour moi, c'était ça. Et donc, je me suis dit, ben, c'est super. Je vais parler de ces superbes méthodes que sont les médecines complémentaires, le développement personnel. Et puis, j'ai commencé en fait, à côté de mon travail, donc sans quitter mon travail, à interviewer des thérapeutes, des personnes dans le développement personnel sur leurs méthodes, sur les problématiques qu'elles solutionnaient. Moi, j'aime beaucoup ce rapport entre le corps et l'esprit. Et puis, il y a plein de méthodes qui permettent aussi de travailler dans un sens ou dans l'autre. Et puis, mais hors de question de quitter mon travail. J'ai commencé en faisant un blog, pour te dire. Donc, c'était pas, la rémunération n'était pas encore dans la tête. Mhm. Et par le biais, en fait, de cette interview, un jour, une coach me dit, mais Sandy, avec toutes tes formations, pourquoi toi, tu es pas thérapeute ou coach? Et c'était assez rigolo parce que c'est pas venu dans ma tête.
vraiment jamais. Je ne l'avais pas dans ma tête. Mais elle m'a semé une graine, en fait. Vraiment, j'ai fait, ah oui, c'est vrai. La graine, en fait, a grandi et j'aime beaucoup, en fait, être attentive un peu aux messages, on va dire, de l'univers ou oui, de l'univers, en fait. Et j'ai, en fait, un symbole, c'est le papillon. Et à chaque fois que ce symbole arrive, je le prends un peu comme un message. Et un jour, j'étais dans mon travail et j'étais énervée de mon travail. Donc, il y avait des concours, du stress, beaucoup de tensions, il y avait une fusion, etc. Et puis, je sors énervée du travail, vraiment. Et puis, mon mari m'appelle. D'habitude, il m'appelle pas parce qu'il sait que j'arrive à la maison. Je sais pas pourquoi, j'étais dans un magasin, j'étais énervée. Il m'appelle, je lui desserre mon venin, donc c'est pas ce qu'il faut faire, mais voilà, je l'ai fait. Et je lui dis, et tu vois, et puis si ça se trouve, je vais faire comme cette coach, elle m'a dit, je vais devenir thérapeute et coach, et au moins j'aurai l'impression que mon travail, il sera utile. J'arrête le téléphone, je lève les yeux. Qu'est-ce que je vois en face de moi? Une robe pleine de papillons. Mais pleine, et c'est pas la mode des papillons en fait. Et là, en fait, je pense qu'il fallait que ça soit aussi gros pour que je me dise, oula, il faut que je fasse quelque chose. Pour moi, sinon j'aurais jamais eu cet élan en fait, pour essayer de revenir à la question que tu m'as dit. Et donc du coup, je me suis dit, bah, ok, je vais essayer. Je vais voir. Donc, c'est là où j'ai fait ma formation en coach de vie. Et puis, j'ai commencé tout simplement avec les gens du blog en disant bah, qui aurait envie, d'abord de manière réduite, à prix réduit, pour que je vois si ça me plaisait ou pas, donc si j'avais de la joie. Et honnêtement, dans le moment où je coachais les gens, j'avais énormément de joie. Mais alors, avant et après, j'avais énormément de peur. Hein. C'était pas... Bah aussi parce que j'étais maman, parce que j'avais pas envie de mettre mon fils en difficulté parce que financièrement il faut aussi s'occuper. Donc ça a été un processus et j'ai en fait fait ça petit à petit en réduisant mon travail que j'avais fixe et en commençant en fait le coaching une journée par semaine. En fait, c'est ce que je m'étais fixé. Et puis, à un moment donné, en fait, la question s'est posée où, ben voilà, est-ce que je prends ce risque je pouvais plus grandir plus avec le coaching si je gardais mon travail actuel. Et là, honnêtement, j'ai eu beaucoup de peur. C'était une décision qui n'était pas facile. On en a parlé avec mon mari. Je lui ai dit, écoute, voilà, je me donne une année. Je prends ce risque. On a discuté dans quelles circonstances c'était OK pour nous deux, pour notre famille, etc. Et je pense que c'est en se fixant aussi ce délai, j'avais aussi une motivation de me dire, voilà, si ça doit marcher, il faut que d'ici cette année, je m'étais fixé un objectif, mais c'était dans la peur, on est d'accord, hein. Chaque jour, il faut aller au-delà de soi et passer par ces caps. Mais je sais aussi que voilà, ma mission de vie, ma voie, c'est ce coaching de vie. C'est quelque chose qui passe par être indépendant. Donc, c'est aussi quelque chose à accepter si on veut faire un métier qui passe par ce cap d'indépendance. Ok, c'était une question que je voulais te poser. C'était comment tu avais géré le côté financier. Donc, ce que je vois, c'est que t'as pas sauté d'un coup, parce que j'ai des clients qui ont démissionné, enfin pas des clients, j'ai interviewé des gens qui avaient démissionné sans savoir ce qu'ils allaient faire après. Tandis que toi, tu as vraiment été
dans la méthode, je dirais, moi, ce que j'appelle, c'est le PPPP, là, la méthode du plus petit pas possible. Et chaque fois, avec un petit pas, puis un autre petit pas. Et puis, à un moment donné, ben, ça, je les connais pour avoir accompagné plusieurs personnes. C'est, à un moment donné, tu te rends compte que tu es attiré vers ce travail d'indépendant et que si tu lâches pas l'autre, bah, que ça va plus jouer, quoi, parce que quelque part, il faut faire de l'espace pour construire quelque chose et que, mais avec, ben oui, ce que j'entends, c'est qu'il y a eu une discussion avec ton conjoint, que tu savais que c'était un essai sur une année, et t'avais bien, enfin, moi, je dirais que tu avais bien préparé ton terrain. Hein. La petite graine, il y avait déjà bien de l'humus, bien de la terre, elle était déjà bien sortie de terre, il y avait quand même déjà quelque chose, en tout cas, de relativement solide. Et autre chose que tu as dit qui pour moi est essentielle, c'est que quand on est dans son métier de cœur, il y a cette joie. Cette joie qui n'enlève pas les moments difficiles, qui n'enlève pas qu'il va y avoir des peurs, parce que comme je l'ai déjà dit au début de l'entretien, on va traverser des peurs. C'est pour ça que j'ai appelé ces interviews, cette chaîne d'interviews, ils ont osé. Parce que oui, il faut oser, il faut de l'audace, parce que ça se fait pas tout seul et il y a des peurs à traverser, effectivement, dont une qui peut être le syndrome de l'imposteur. Et, euh, et le blog, j'aime bien quand tu parles du blog parce que je connais plusieurs personnes qui ont commencé à nourrir ce qui les animait de manière totalement désintéressée, en fait, en créant un blog, en donnant des articles, en faisant des vidéos, tout ça gratuitement. Et c'est comme si donner, 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 et à un moment donné, l'univers rend. Oui, et c'est moi j'aime bien avoir ce principe de follow the fun. Donc aller nourrir les choses qui te procurent de la joie, c'est ce qui t'aide aussi à déterminer où est-ce que ça vibre en fait en toi. Oui. Et en effet, en fait, je pense que ça a été le cadeau en retour, comme tu as dit, de bah, tu donnes, tu vois, et puis d'un seul coup, ça revient, et puis il y a une porte qui s'ouvre et tu vois où est ta porte, en fait. Oui. J'avais encore une question par rapport à ton accompagnement, parce que quand tu parles de l'amour, des femmes célibataires qui ne trouvent pas l'amour, on est dans de l'amour affectif. Et puis, dans tout ce que tu partages, moi, je sens une notion d'amour qui est beaucoup plus large que ça, beaucoup plus universelle que ça. Comment tu fais le lien entre les deux? Ben, je dirais par cette étape, en fait, de comprendre comment ta vision profonde et souvent un peu inconsciente de cet amour donne les résultats dans l'amour affectif que tu vis. Mais bien sûr que ça n'a pas un impact seulement dans l'affectif que tu vis. Une personne qui ne se sent pas en droit d'avoir sa place, elle va le ressentir dans sa relation avec elle-même, dans l'amour qu'elle se porte à elle-même. Et ça a aussi des conséquences moi je dis, l'amour de soi, c'est le standard des relations que tu as vis-à-vis de l'extérieur. Donc, si ce que tu n'es pas capable de te donner à toi-même, c'est difficile de penser que tu peux le recevoir des autres. Donc, bien sûr, ça a beaucoup de ramifications et bien sûr que ça n'a pas qu'un impact sur l'affectif. Et je pense que c'est en comprenant que c'est bien plus profond et que c'est pas que ça et que ça concerne aussi son être, comment on se voit en termes d'identité, qu'est-ce qu'on aspire de plus profond. Ça remet finalement la relation affective dans l'importance que ça doit être. Moi, je dis toujours, un couple heureux, ce sont deux personnes qui sont bien dans leur basket, qui sont indépendantes, qui sont heureux avec leur vie et qui ont envie de bénéficier de ce bonus qu'est le couple. Et j'illustre souvent ça avec deux bonnes parts de gâteau et puis cette cerise sur le gâteau. Et pour que cette cerise, elle vive bien, il faut que le gâteau il soit bien construit, soit bien solide, parce que c'est comme ça, en fait, que la cerise va tenir longtemps et puis que chacun, une part de gâteau, va être heureux, en fait.
C'est une belle image, hein. J'aime beaucoup cette image, elle me parle beaucoup, énormément par ma propre expérience de couple, je dirais. Ouais. Oui, C'est d'être chacun bien, oui, indépendamment, et après de faire le choix de construire quelque chose en commun, mais pas pour que ça devienne combler des manques, oui. mais vraiment parce que c'est plein des deux côtés et que, enfin plein, je vais mettre des guillemets parce qu'on retrouve toujours des petits trucs qui peuvent émerger, mais en tout cas avec chez chacun cette capacité à prendre sa part et à s'occuper de sa part. Oui, exactement. Et puis, je trouve aussi que pour moi, en fait, je vois vraiment deux grandes phases dans le couple. Il y a la première, c'est ce que moi j'appelle la phase de choix. C'est à partir du moment où on commence à se rencontrer jusqu'au moment où on décide de passer un bout de vie ensemble. C'est finalement passer par plusieurs étapes où on se rechoisit, où on se dit, bah oui, je te choisis, je me sens compatible pour quelques rendez-vous, je me sens compatible pour aller un petit peu plus loin avec toi, jusqu'à la fin du moment où on décide, ah bah oui, je vois que nos compatibilités peuvent se prolonger dans le temps. Et là, c'est vraiment important que chaque partenaire, en fait, soit vraiment soi pour que l'autre puisse choisir en conscience et que chacun des partenaires puisse vérifier la compatibilité en conscience en se disant, bah, est-ce que cette personne, comment elle est, sans la changer, je me vois passer un bout de ma vie avec les défauts, avec la face d'ombre, parce que personne n'est parfait, bien sûr. Et ça, c'est vraiment une phase de choix. Et puis, la phase d'après, en fait, ce que tu as dit avec les petites choses comme ça qui sont à travailler, je trouve qu'à partir de la phase où on décide d'être dans une phase de vie où on est ensemble, pour moi, le couple, ça devient un choix et ça devient en fait un terrain de développement personnel où, quand une crise arrive, en fait, ça veut simplement dire qu'il y a des petites blessures de chacun du côté qui se réveillent en fait à travers de la crise Mm. et que finalement c'est pas et que ça met en lumière en fait ce que chacun a encore à travailler ou à transformer. Oui, alors je, j'abonde dans ton sens, hein. Pour moi, c'est exactement ça. Et du coup, me vient cette question, même si c'est pas ton domaine d'expertise, mais tu dois certainement avoir dans les femmes que tu accompagnes des femmes, justement, tous ces échecs, ces divorces, hein, puisqu'on dit qu'il y a plus de 50%, je crois qu'on arrive bientôt à 2 tiers des couples qui divorcent, qui passent par un divorce. Oui. Comment tu expliques ça? Alors, déjà, il y a un petit côté culturel. En fait, c'est beaucoup plus facile de se séparer qu'avant. Il n'y a pas une mauvaise avant, si on divorçait, c'était vraiment vu comme un échec. Donc, il y a moins, on va dire, de barrières extérieures à divorcer. Donc, c'est peut-être ça, en fait, qui fait que les personnes osent plus faire le pas. Euh, pour moi, en fait, c'est pas une question de quantité ou d'années de vie ensemble qui compte, c'est plus la qualité d'une relation. Ce que j'invite toujours à se poser comme question, c'est, comme je l'ai dit, pour moi, en fait, le couple étant un terrain de développement personnel, les blessures qui se réveillent au travers des crises, en fait, c'est une illusion, mais c'est mon simple avis de penser qu'en changeant de partenaire, on va arriver forcément à changer le problème. Et donc, l'idée, c'est de se dire, OK, on vit, il y a un problème dans le couple, il y a un problème de fond, il y a une crise de fond, de se dire, OK, quelle est la blessure de mon passé qui est réveillée par cette crise? Quelle est peut-être la blessure qui est réveillée de l'autre côté, du partenaire? Et ensuite de se dire, OK,
pas tout le monde a le même rythme, pas tout le monde a la même vitesse pour transformer sa blessure. Donc souvent, il y a un partenaire qui avance plus vite que l'autre, ce qui fait que ça prolonge en fait la crise. Et avant de prendre cette décision de divorcer, c'est de se dire, OK, est-ce que moi, j'ai fait ma part? Est-ce que la blessure qui est réveillée au travers de cette crise, elle est vraiment résolue? Et où est-ce que je me retrouve dans une situation où oui, moi j'ai fait ma part, mais l'autre n'a pas fait sa part de transformation, et à ce moment-là, une séparation prend son sens. Bien sûr. Donc j'ai pas une réponse noir-blanc, en fait, je pense que ça Non, dépend, et c'est vraiment une balance à prendre entre se dire, OK, oui, là, je vois, je suis allée au bout de cette relation et j'ai fait ma part de travail. Et à ce moment-là, oui, ça prend sens de divorcer. Ou non, là, je sens que c'est important de continuer ça, de terminer ça avant de prendre cette décision. Ouais. Eh ben, merci beaucoup pour ce regard qui me parle aussi énormément. Et oui, je pense que chacun a sa part et que c'est toujours le même qui s'occupe de sa part et qu'il y en a un des deux qui, pour X raisons, certainement très bonne, je veux dire, il n'y a pas de jugement de ma part, mais n'arrive pas à entrer dans ce travail de transformation. À un moment donné, certainement qu'il y a une distance telle qui se crée que le couple n'a plus de sens. Oui, Ouais. exactement. Oui. Et souvent, l'autre, c'est pas parce qu'il veut pas, mais c'est peut-être qu'il est aussi dans l'incapacité de. Oui, tout à fait. Ouais. Et ça n'empêche pas qu'il peut y avoir de l'amour. Ah bah oui, Hein. je pense qu'on ne désaime pas totalement une personne avec qui on se sépare. Et tant mieux parce que notre cœur, il n'a pas de limite. On peut aimer beaucoup de gens et je pense pour la relation suivante d'arriver à se séparer dans l'amour, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire pour soi en fait. Mhm. D'accepter en fait qu'il y a de l'amour, il y a une relation, mais que c'est pas une raison pour désaimer cette personne. C'est juste pour comprendre que voilà, on est arrivé, comme tu as dit, à un stade où la personne a fait une partie du travail, l'autre, pour des raisons X, Y, il n'en est pas capable, ou c'est trop dur, ou c'est un gros morceau. C'est quand même des blessures profondes qui peuvent se réveiller et de se dire, bah voilà, c'est une question de timing, c'est pas forcément une question de manque d'amour. Oui, et en même temps, quand j'observe autour de moi, il y a quand même beaucoup de divorces qui se font dans la douleur, Oui. parce que je crois que justement, souvent la séparation, elle arrive bien avant qu'on ait fait ce travail-là. Et au moment de discuter de la séparation, de comment on va se partager la garde des enfants, comment on va financièrement s'arranger, c'est comme s'il y a tout qui revenait et que toutes les blessures deviennent super douloureuses et font que c'est pas toujours évident. Oui, ça c'est malheureusement le cas. Moi, c'est pour ça que je dis toujours, au moment où on décide de s'unir, je pense que c'est important de aussi regarder comment on se désunit si on veut arrêter ça pour arriver justement à finir dans l'amour. Ouais. Mais je sais que c'est pas forcément là. On n'a pas envie d'entendre de parler de la fin quand on parle du début, mais je pense qu'on pourrait s'éviter beaucoup de peine et beaucoup de douleurs inutiles en faisant ça en fait. Ouais. Seulement, ça vient complètement casser le côté qui se vend encore et je crois après beaucoup on court, c'est ce côté de l'amour romantique, de l'amour inconditionnel, et quand on se met ensemble, discuter de notre potentielle séparation, ça demande quand même beaucoup de maturité affective, je dirais. Oui, et pour moi, c'est vraiment toujours entre le cœur et puis aussi notre tête. Oui, oui, On bien sûr. a notre centre, notre cœur, il est très important, mais on a aussi une tête et c'est très important. Et en fait, euh, arriver à mettre les deux d'accord, Oui, comment mon cœur et ma tête peuvent être d'accord,
ça permet d'apporter plus de conscience, en fait. Mhm. Mais je suis d'accord avec toi, c'est pas ce que Disney nous vend. Non, c'est pas ce qu'on nous vend. Ils se marièrent, ils eurent des enfants, mais alors les crises de couple et le reste, on n'en parle pas. Voilà. Et comment? Est-ce que ça implique de mal dormir parce que bébé dort pas, Oui. tous les soucis qui peuvent venir après, c'est sûr que ça aide pas à ce que ça soit juste un long fleuve tranquille. Oui. Écoute, Sandy, on arrive au bout de cette interview et j'aurais une dernière question. Alors, tu nous as déjà parlé de beaucoup de choses, donné beaucoup de conseils. En même temps, si tu avais un seul conseil à donner aux personnes qui veulent passer de salarié à indépendant, ça serait lequel? J'aime assez bien ton PPP, la politique du plus petit pas. Enfin, je ne sais pas si j'ai dit le nombre de P suffisant, mais je pense que en fait, ça nous aide en tout cas moi, ça m'a aidé à construire mon identité et à la changer de quelqu'un de salarié à quelqu'un d'indépendant et à de dire, je suis un coach. Parce que ça paraît facile, mais il faut y croire. Et ça demande pour moi un peu des preuves. Et en faisant cette politique justement des petits pas, ça te permet de prendre confiance et de dire, ah oui, je vois, là j'y arrive, là cette personne, j'ai pu l'accompagner, j'ai eu du plaisir. Donc ça serait moi mon conseil principal, oui. Eh bien, merci beaucoup. Je crois que tout le monde pourra mettre à profit ce que tu viens de dire, hein, parce qu'effectivement, je pense que c'est le plus petit pas possible, mais je pourrais rajouter un P parce que tu as mis politique, donc ça pourrait être la politique du plus petit pas possible, comme ça on rajoute un P. Oui. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, eh bien, vous retrouverez les coordonnées de Sandy sous cette vidéo avec ses liens aux réseaux sociaux, à son site internet, et puis aussi un lien pour un produit gratuit que vous pourrez télécharger si vous êtes intéressé par cette dynamique de l'amour. Et voilà. En tout cas, merci tout plein, Sandy. J'ai eu beaucoup de plaisir à t'écouter. Il y a beaucoup de choses qui ont résonné à l'intérieur de moi. J'espère qu'il sera de même pour tous ceux qui nous écouteront. Et je te souhaite en tout cas le meilleur sur ce chemin de coach et beaucoup de plaisir pour la suite de ton travail. Merci aussi beaucoup pour l'échange. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec toi. Merci. Au revoir tout le monde et à une prochaine interview. Bye bye. Au revoir.